Bonjour, merci d'être là, toujours aussi nombreux dans la grande salle de Sciences Frontières. Donc moi je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'électromagnétisme, de l'effet des ondes électromagnétiques sur la santé, les effets bénéfiques ou non bénéfiques, un peu les deux aspects du problème. On va commencer par vous projeter un extrait d'un film, d'un documentaire que j'ai écrit, qui est réalisé par Laurence Lantin et qui est passé sur Arte il y a maintenant quelques mois, à peu près en même temps d'ailleurs que sortait le livre que j'ai écrit là-dessus. Une petite insiste quand même à propos du livre, c'est que malheureusement aujourd'hui il est manquant à côté, puisqu'il était là depuis mardi sur les tables, et puis tout ce qui avait été commandé a été acheté. Donc aujourd'hui ils sont en rupture, et donc ils en auront un carton de nouveau demain matin. Alors ce qui veut dire que vous pourrez donc le trouver à nouveau demain matin pour ceux que ça intéresse, et que je ferai, comme d'habitude on fait une signature après les conférences, mais enfin je serai là demain pour ceux qui voudraient éventuellement que les exemplaires soient dédicacés. Voilà, donc le livre s'appelle « Ces ondes qui tuent, ces ondes qui soignent », qui est chez Albin Michel, et l'émission d'Arte portait un titre un petit peu différent, elle s'appelait « Ces ondes qui nous entourent ». Enfin bon, les deux titres disent à peu près la même chose, c'était faire un peu le bilan des connaissances scientifiques en matière de ces effets des ondes électromagnétiques sur la santé. Alors l'extrait qu'on va projeter, c'est en fait la fin du documentaire qui était passé sur Arte, donc à peu près les 10 dernières minutes, et qui concerne en fait les thérapies électromagnétiques. Alors je tenais et nous tenions avec la réalisatrice à passer cet extrait particulièrement, enfin pour deux raisons, parce que d'une part, c'est vrai que les gens qui ont vu le film ou qui ont lu le livre, en général tout le courrier qu'on reçoit là-dessus, c'est essentiellement sur cette partie des thérapies, parce que quand on commence à s'intéresser au sujet et qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui on est capable avec ces techniques de guérir ou de soigner en tout cas un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément faciles à soigner, évidemment ça suscite un intérêt très particulier, notamment de la part des gens qui souffrent justement des maladies en question, et donc c'est important. Cela dit, je me suis aperçu aussi que quand je faisais un débat, enfin une conférence ou une intervention à la radio, en essayant de présenter l'ensemble du problème, c'est évident que les questions avaient plus tendance, elles par contre, à concerner uniquement les nuisances, parce qu'effectivement c'est un problème qui obsède beaucoup de gens en ce moment. Effectivement, à quoi sommes-nous exposés dans notre environnement par rapport aux portables, par rapport aux écrans d'ordinateur, par rapport à tout ça. Donc c'est plus les nuisances qui viennent sur le tapis. Alors j'essaierai d'être ensuite dans la conférence assez court, de façon à ce que vous ayez le temps de poser pas mal de questions ou d'intervenir, sachant que pour moi, c'est vraiment, on ne peut pas comprendre le problème si on ne prend pas les deux choses, c'est-à-dire les thérapies par les ondes électromagnétiques d'une part et les nuisances, c'est vraiment les deux revers d'une même médaille, et c'est en comprenant un petit peu les deux mécanismes que je pense qu'on peut se faire une idée réelle de ce que c'est que cet effet électromagnétique sur la santé. Et je pense que vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Alors, donc cet extrait concerne les thérapies. Alors, la deuxième raison pour laquelle on voulait vraiment projeter ça, c'est qu'on est très fiers, je dois dire honnêtement, d'avoir pu filmer, d'avoir été les premiers à filmer ce qu'on va vous montrer. Ce sont simplement ce qui se fait à l'heure actuelle et ce qui se fait depuis un certain temps, depuis, on peut dire, une vingtaine d'années maintenant, en Russie. Les Russes ont été les premiers au monde à développer ce type de thérapie. Ils l'ont fait. Et aujourd'hui, dans tous les hôpitaux de Moscou, d'ailleurs, dans tous les hôpitaux russes, on pratique un certain nombre de ces thérapies avec les résultats et les formes que vous allez voir. Et c'était simplement la première fois qu'une équipe, qu'elle soit, là en l'occurrence c'était l'équipe de télévision, mais la première fois qu'on allait filmer ces gens, qu'on allait les voir et regarder ce qu'ils faisaient. Donc on a été évidemment accueillis très très chaleureusement, et ce sont des gens très très généreux qui n'ont qu'une envie, c'est de savoir, enfin de faire connaître, et puis leur méthode. Alors voilà, donc on était très fiers d'être là, et donc voilà. Donc c'est la dernière partie qui commence, donc vous êtes à Moscou, vous allez voir, vous entrez dans Moscou, et voici ce que font aujourd'hui les médecins moscovites avec les ondes électromagnétiques. À Moscou, nous avons voulu voir de près ces thérapies uniques au monde. En Occident, on a du mal à y croire. En Russie, elles sont reconnues par le ministère de la Santé publique. Nous sommes à l'hôpital numéro 15, au service de réanimation en cardiologie. Ici, on utilise des ondes qui pénètrent sous la peau et dont les signaux renforcent la résistance des cellules.
Ici, nous voyons un patient qui vient de faire un infarctus du myocarde. Il a été opéré hier. Dans notre service, nous administrons souvent en parallèle des médicaments et cette thérapie. Le principe est un rayonnement d'ondes électromagnétiques dans la gamme millimétrique. Le mécanisme de l'onde millimétrique, l'effet qui nous intéresse le plus dans ce cas précis, c'est le désengorgement des vaisseaux ainsi qu'une action antioxydante. Le rayonnement s'applique par ce petit cylindre où l'onde est guidée. On le place près de l'articulation de l'épaule. Cette zone de l'épaule possède une forte concentration de centres nerveux et une bonne hydratation. Si vous voulez toucher, le patient n'a aucune sensation tactile. Il ne ressent ni douleur, ni gêne, donc il supporte facilement cette thérapie. D'habitude, cette méthode fait baisser la tension artérielle et nous la contrôlons en permanence sur un moniteur. Cette méthode a un effet sédatif et vous voyez, ça arrive très souvent, le patient s'endort pendant la séance. En plus, comme vous voyez, on observe souvent un ralentissement des battements cardiaques, ce qui s'avère utile après un infarctus parce que cela réduit la demande en oxygène du muscle cardiaque. Dans la gamme des très hautes fréquences, ou gamme millimétrique, on trouve des rayonnements électromagnétiques avec des fréquences de 30 à 300 GHz et des longueurs d'onde de 1 à 20 mm. Il existe des ondes semblables à l'intérieur de notre organisme. Pour donner une image, on peut dire que nos cellules parlent entre elles sur cette gamme de très hautes fréquences. Les ondes agissent contre le stress et on sait que beaucoup de maladies apparaissent à cause d'un stress aigu ou chronique. Les ondes millimétriques ont également un rôle très important en rhumatologie contre l'arthrose, qui s'accompagne généralement d'une inflammation. On les utilise aussi pour les soins post-opératoires et pour traiter toutes sortes de traumatismes des organes. Nous sommes certains aujourd'hui, après une expérience de 30 ans en Russie, que les ondes millimétriques n'ont aucun effet secondaire nocif et qu'il n'y a pas de contre-indication à leur emploi, ce qui permet de les appliquer même en pédiatrie. L'appareil n'est pas très coûteux et le prix des séances non plus. En principe, c'est accessible à n'importe quel patient aujourd'hui. En dehors de notre pays, cette thérapie est utilisée en Allemagne. On peut citer aussi la Pologne, la Bulgarie, la Hongrie, la Suède, l'Italie et la Chine. La Chine où on fabrique 300 000 appareils de thérapie millimétrique par an. À notre connaissance, ça n'est pas utilisé en France. Quand nous voyageons aux États-Unis et qu'on nous invite à en parler, les Américains sont très impressionnés. Ils nous disent que c'est la thérapie du XXIe siècle. Mais il faut croire que la France préfère rester au XXe siècle. À mi-chemin entre la Chine et l'Occident, les chercheurs russes créent une synthèse. À partir de la réflexothérapie, une forme russe de l'acupuncture, Ludmila Khazina a développé une thérapie électromagnétique originale.
Je suis infiniment reconnaissante à l'école chinoise pour m'avoir fait comprendre les interactions globales entre les systèmes internes et les organes, entre leur état matériel et leur mode de fonctionnement. Après cela, j'ai mené une recherche sur les biorhythmes naturels. Sur quel rythme naturel et spontané fonctionnent le cœur, l'intestin, les poumons, les vaisseaux, les capillaires, les canaux, etc. J'ai eu de la chance parce que le destin m'a fait rencontrer un clinicien extraordinaire, Iosif Lyovitch Blinkov. Impossible d'imaginer un médecin plus honnête. C'est un véritable passionné de son travail. Le docteur Blinkov est chef de service dans un hôpital d'Ekati. Ces images ont été prises à la sauvette. Nous n'avons pas eu l'autorisation de l'interviewer. Les inventions de Blinkov et ses brevets potentiels sont actuellement une chasse gardée des services de sécurité russes. Blinkov a mis au point ces appareils qui restaurent les rythmes de chaque organe. Nous avons plusieurs types d'appareils. Des appareils électromagnétiques sans contact. Le patient est couché sous les solénoïdes. La puissance est de 1 Ørsted, l'équivalent du champ magnétique terrestre. J'ai une paralysie du nerf facial après un coup de froid et Ludmila a proposé de me soigner avec cet appareil. Les muscles fonctionnent à nouveau. Avant, ils ne fonctionnaient plus du tout sur toute la partie droite du visage, y compris l'œil. Maintenant, ça commence à aller mieux, mais il reste encore quelques séances. Nous n'avons observé aucun effet secondaire depuis que nous utilisons ces appareils, c'est-à-dire depuis 7 ou 8 ans. En revanche, nous avons toujours obtenu l'effet souhaité. En Russie, on ne fait pas de différence entre médecine alternative et médecine classique. Si une méthode marche, elle devient officielle. Le docteur Talpis travaille avec un institut médical qui a développé des thérapies nées en Allemagne, l'électroacupuncture et la biorésonance. En Russie, ces méthodes ont été affinées et informatisées et elles tiennent dans une petite valise. Maintenant, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous amène chez moi? Ce qui m'amène, eh bien, des maladies habituelles dues à l'âge. Et vous avez été soigné par quoi auparavant? Des médicaments allopathiques. Et des médicaments classiques, quoi. Oui, mais en général, les médecins me disent qu'il me faudrait une opération chirurgicale. Bien. Alors voilà ce que nous allons faire. D'abord, je vais mesurer les points. Comme tous ces points sont reliés avec des organes internes, nous pourrons savoir où ça ne va pas. D'accord, d'accord. Bien. Prenez ça dans la main droite. Le programme a identifié une dizaine de dérèglements du système rénal, biliaire, nerveux ou cardiaque. C'est un échantillon tout à fait classique. Mais nous n'allons pas vous donner un médicament pour chacune de ces maladies. On va traiter l'origine commune de tous ces problèmes. Bien, alors nous avons trouvé une préparation et nous allons maintenant l'enregistrer sur ces granules de sucre. Nous les mettons en contact avec le champ magnétique et les granules enregistrent l'information. C'est comme un enregistrement par un magnétophone.
Ensuite, vous avalez ces granules comme un banal médicament homéopathique. Dans ce centre médical, on traite les toxicomanes, les tabagistes et les alcooliques. Juste au moment où nous entrons dans le hall, à la télévision, on entend Vladimir Vysotsky, ce chanteur légendaire à la voix rongée par l'alcool et les cigarettes. Dans des décors baroques qui évoquent Tolstoï ou Bulgakov, la Russie continue à pratiquer sa médecine futuriste. Cette couronne, émettrice de micro-courants électriques, a été inventée par un ingénieur de la conquête spatiale à l'époque triomphante de la science soviétique. À l'origine, il s'agissait de soigner les syncopes des cosmonautes pendant les fortes accélérations. Aujourd'hui, le système a été adapté à des usages plus prosaïques et il parvient à faire disparaître par une action directe sur le cerveau les symptômes du manque chez les buveurs de vodka. On peut en sourire, mais le fait est là. Ces ondes de science-fiction nous soigneront sans doute un jour. L'appareil fonctionne de la manière suivante. On agit sur les zones réflexes de la tête par une suite d'impulsions électriques composées de fréquences précises, émises dans ce dispositif qu'on appelle une couronne. Avec ça, on provoque une résonance dans telle ou telle zone des vaisseaux sanguins du cerveau. Cet appareil a fait ses preuves depuis 1993. Il est très largement utilisé dans environ 300 cliniques, rien qu'à Moscou, et dans près de 500 centres médicaux à travers toute la Russie. Pourquoi les thérapies russes ne sont-elles pas appliquées en Occident? Pourquoi les normes russes sur les risques électromagnétiques en matière de santé ne sont-elles pas reconnues au niveau mondial? Les choses sont en train de changer. Pendant l'année 2000, 2 pays européens, la Suisse et l'Italie, se sont démarqués en adoptant, au nom du principe de précaution, des législations aussi strictes qu'en Russie. Des politiques, pour une fois, ont pris position face à des scientifiques qui, souvent, préfèrent nier ou minimiser aussi bien les risques que les effets bénéfiques de ces ondes qui nous entourent. Et la recherche ne peut jamais démontrer qu'aucune chose est totalement inoffensive. Alors, le problème qui se pose est à quel niveau d'évidence scientifique on doit adopter de la précaution, à quel niveau d'absence de preuves scientifiques des risques, on peut dire que quelque chose n'est pas dangereux, qu'elle est inoffensive. C'était le problème scientifique, c'était le problème politique qui se pose. Il faut bien distinguer la science d'un côté de la politique de l'autre côté. Il apparaît clairement que les gens qui établissent les normes sont les mêmes qui fabriquent les équipements. Aux États-Unis, on appelle ça une situation qui sent mauvais. Normalement, ce n'est pas aux fabricants de se réglementer eux-mêmes. Ils devraient être supervisés. La plupart des scientifiques estiment que ce problème ne les concerne pas et qu'il suffit de s'occuper des faits, rien que des faits. Je crois que nous devons repenser cette attitude. À mon avis, nous allons avoir un concept de ce qui est supportable pour la société. C'est-à-dire que nous allons dire, voilà, il y a un certain nombre de personnes qui vont rester au bord du chemin. Cyniquement, c'est ce qui va se passer. On le sent arriver de la part des politiques et de la part de monsieur tout le monde, même des chercheurs.
il y a des gens qui vont rester au bord du chemin parce qu'ils ne pourront pas répondre aux qualités physiques qui leur permettent d'affronter ce genre de pollution. Il faut informer les gens, par exemple, au niveau des antennes fortement émettrices, pour des gens qui portent des prothèses, que ce soit des pacemakers, des appareils auditifs, il faut faire une signalisation pour leur dire ici, il y a un champ très important, donc évitez-le. Eh bien, tout ça, c'est droit à l'information et si jamais il y a des effets, droit à la protection des gens. Je crois que la prochaine grande question sera de savoir si ces champs qui peuvent traverser à peu près tout, qui peuvent donc traverser l'ADN, sont capables de casser l'ADN. Mon sentiment personnel, c'est qu'à partir du moment où on a un effet biologique, on a d'une part un potentiel de risque et d'autre part un potentiel d'application médicale. Si on tourne la cheville, on met un pansement autour. Dans ce pansement, on pourrait avoir une onde électromagnétique ou même un aimant qui se met et qui aide à guérir. Je vois que et ce n'est pas très loin, ça. Je crois que ça va se faire. Je crois que dans l'avenir, plus de gens vont mener ce genre de recherche et je pense que la méthode de traitement par les champs magnétiques est une bonne solution pour l'être humain. Parce qu'il y a peu d'effets secondaires. C'est très économique. Vous n'avez pas besoin de piqûres. Vous n'avez pas besoin d'avaler des médicaments. Vraiment, je pense que c'est une bonne voie. Nous sommes peut-être au début d'un nouvel âge de la médecine, dans lequel l'usage des champs électromagnétiques pourrait jouer le rôle que la biochimie a tenu au cours du dernier siècle, disons depuis 75 ans. Merci. Merci pour eux. Oui, alors donc on a laissé donc à la fin, qui était un petit peu la conclusion qui était la conclusion de ce film, alors où on refait donc allusion à l'autre partie du film qui est plutôt consacrée aux nuisances. Donc ça, je vais en parler dans quelques instants. Je dis juste que les gens qu'on voit à la fin ont tous été filmés, enfin à part, oui, je vais vous dire leur nom puisqu'ils sont pas identifiés puisqu'on les a déjà vus dans le début du film. Donc du coup, à part le premier, ils sont pas identifiés. Donc vous avez vu en premier ce monsieur barbu et cette dame, c'est Martin Blank et Reba Goodman. Et ça, ce sont de très très grands scientifiques américains. À mon avis, c'est parmi les meilleurs spécialistes aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, Reba Goodman, qui vient de déposer des brevets, et quelqu'un dont on va beaucoup entendre parler dans les années qui viennent, parce qu'elle est généticienne au départ, elle fait des travaux extraordinaires. Ensuite, ce monsieur qui parlait en français, c'est évidemment Jean-Marie Danse, qui est venu d'ailleurs ici plusieurs fois et qui a fait des conférences, des ateliers à Sciences Frontières sur les nuisances électromagnétiques, dont c'est un des grands spécialistes. Il y avait Michel Rivasi, qui est une députée donc française, qui est venue aussi à cette tribune. Et c'est vrai qu'elle est députée apparentée socialiste, députée de la Drôme, et on peut dire qu'elle est biologiste aussi de formation. Et c'est quelqu'un qui a été parmi les plus actifs. Il y en a pas peu, il y en a très peu, mais parmi nos parlementaires qui se sont occupés quand même de ces problèmes de nuisances électromagnétiques. Alors comme on va le dire tout à l'heure, en ce moment, ça va pas trop fort du côté de ce qu'ont essayé de faire les parlementaires, mais on fera un petit point là-dessus. Ensuite, il y avait un monsieur barbu qui s'exprimait en anglais, c'était Karl Blackman. Alors là, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu le domaine, c'est un des top scientifique aussi sur ses recherches. C'est quelqu'un qui déjà depuis une vingtaine d'années a commencé à craquer, disons, l'énigme de comment se passent ces influences électromagnétiques, notamment au niveau de la cellule. Et il a montré comment le transport de certains ions dans la cellule vers l'extérieur de la cellule ou vice-versa, notamment de l'ion calcium, était affecté effectivement donc par les ondes électromagnétiques ou par les champs. Et donc ça, de façon, donc c'est vraiment le mécanisme cellulaire. Enfin, Arthur Pilla, qui lui aussi a travaillé dans le même sens, qui est un... non, c'était pas le dernier d'ailleurs qu'on a vu, lui parlait en français, c'est un Américain. Arthur Pilla a mis au point des appareils qui sont utilisés en clinique un petit peu partout, sauf en France, une fois de plus, mais on les en trouve aussi en Allemagne, en Italie, bien sûr aux États-Unis, qui permettent notamment aux gens qui ont des fractures extrêmement graves et qui ne se recollent pas, des fractures ouvertes et qui normalement devraient être amputées, ces appareils à champ magnétique pulsé permettent de faire repousser les os, c'est-à-dire de redonner le
signal de croissance aux os et ces fractures vont se guérir. Donc il y a des centaines de milliers de gens qui ont déjà bénéficié de ces thérapies depuis là encore une vingtaine d'années. Impossible de trouver un hôpital en France où on les utilise. La chercheuse chinoise, je dois dire que je ne me souviens plus de son nom, elle a un nom chinois un peu compliqué, mais elle est chef d'une des universités en Chine où là aussi ces systèmes sont à peu près comme à Moscou, ce qu'on a vu, sont extrêmement utilisés, et notamment des systèmes à base d'aimants, parce que ça c'est une des spécialités des Chinois, c'est d'utiliser de façon très précise des aimants, pas seulement des machines, mais des aimants qui font tourner parfois. Ils ont un truc assez particulier, c'est le champ magnétique rotatif. Et puis enfin, Abraham Libov, qui est aussi une des grandes figures de la recherche sur les mécanismes biologiques cellulaires des influences électromagnétiques, et puis sur les thérapies, lui aussi est à l'origine d'appareils qui servent pour pareil, la consolidation osseuse, la croissance osseuse et aussi la cicatrisation, c'est-à-dire que ça marche aussi sur ce qu'on appelle les tissus mous. Et Abraham Libov, qui est d'ailleurs d'origine russe, mais lointaine, c'est un fils d'immigrés, et quand même donc lui aussi un chercheur américain. Voilà, donc tous ces gens étaient filmés au congrès mondial de la Société de bioélectromagnétisme, qui est donc une société qui savante, donc qui regroupe la plupart des chercheurs qui s'occupent de ça, que ce soit dans le domaine des nuisances et des risques pour la santé, ou que ce soit dans le domaine des thérapies, ou dans le domaine de la biologie fondamentale, de la recherche, où on va essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui peuvent expliquer ces influences. Alors c'est une société qui finalement n'est pas très très importante comparée à d'autres domaines. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les scientifiques qui travaillent vraiment réellement et de façon approfondie sur ce sujet-là, il y en a peut-être quelques centaines dans le monde. Il y a sur la génétique moléculaire, par exemple, qui est donc le grand sujet, paraît-il, du jour. Je ne sais pas à combien de milliers ou de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de chercheurs on peut estimer l'ensemble des gens qui aujourd'hui se sont attelés à ce problème-là. Mais bon, alors là, par contre, il y a du monde. Mais en bioélectromagnétisme, il y a encore pour l'instant très très peu de monde par rapport à l'importance en fait de cette discipline qui, à mon avis, donc, est plutôt une discipline pour le 21e siècle, voire pour le 3e millénaire. On est vraiment au tout début de quelque chose. Alors, je vais résumer 2-3 choses, donc je vais essayer d'être relativement court. Ceux, évidemment, qui veulent en savoir plus, je leur conseille évidemment de lire le bouquin, où j'essaie d'être assez précis et de donner autant de détails que possible, tout en n'étant pas trop non plus... c'est pas un bouquin hyper technique ni hyper scientifique, c'est un bouquin qui est quand même destiné à un public assez large. Mais il y a quand même 2-3 choses qu'on peut résumer et qui sont utiles à savoir avant de pouvoir un petit peu parler plus en détail. D'abord, il faut juste faire une petite distinction technique. Qu'est-ce qui nous entoure, en fait ? Qu'est-ce que... autour de nous, on est effectivement complètement imprégné d'une série d'influences. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 choses quand même à distinguer, qui sont les champs magnétiques électriques, les champs, d'une part, et d'autre part, les ondes. Les effets, on va le voir, parfois vont converger. Mais enfin, c'est 2 choses relativement différentes. Alors, il faut savoir que tout ce qui... le passage d'un courant électrique, alors que ce soit évidemment dans un câble, dans un gros câble, quand c'est le cas de ligne à haute tension, et dans tout appareil électrique en fonctionnement. Donc, dès qu'il y a un courant électrique qui passe, il y a autour de ce courant 2 champs qui vont s'établir. Ce qu'on appelle, alors, il y a le champ magnétique d'une part, le champ électrique d'autre part. Ils ont un petit peu les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que un champ, c'est totalement invisible, on ne le sent pas, etc. C'est une zone d'influence. Elle va se diminuer peu à peu avec la distance, évidemment, par rapport à ce qu'il émet, donc au fil électrique ou au moteur électrique. Évidemment, ce champ va être d'autant plus puissant et d'autant plus grand que la quantité de courant véhiculé va être importante, donc à la fois par le voltage et par l'ampérage. Mais c'est quand même quelque chose qui est statique, c'est-à-dire que ça ne se projette pas, ça ne voyage pas dans l'espace, c'est autour du fil électrique ou autour de l'appareil, plus ou moins loin selon la puissance, et puis à un moment ça diminue, ça s'arrête, il n'y a plus rien. Bon, ça c'est le champ, et évidemment nous sommes entourés de champs de toutes sortes, puisque tout ce qui est électrique, les ampoules, les appareils, évidemment les téléviseurs, tout émet des champs alors plus ou moins importants, et un des sujets, disons, d'études de la bioélectromagnétisme, c'est de savoir
savoir ce qui, dans notre environnement immédiat, peut éventuellement nécessiter qu'on prenne quelques précautions, ou ce qui... on sait que si le champ, effectivement, est suffisamment infime, alors ça, j'entrerai un petit peu plus dans les détails. Donc, c'est essentiellement, ça concerne donc un certain nombre d'appareils quotidiens qui sont dans nos habitations, et malheureusement aussi, ça concerne des choses qui sont à l'extérieur et dont on peut moins facilement, évidemment, réguler l'usage. C'est-à-dire quand on habite sous une ligne à haute tension, par exemple, où il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire pour... là, on est donc face à une situation extérieure, et on en reparlera aussi. D'autre part, il y a la catégorie des ondes. Et ça, c'est une chose un petit peu différente. Là, on parle d'ondes électromagnétiques, parce que dans une onde, il est pratiquement impossible de faire réellement la différence entre le champ magnétique et le champ électrique. Je veux dire, ils sont vraiment intimement liés, ils oscillent ensemble, et c'est ça qui fait une onde. Ils vont osciller, ça va partir donc à la vitesse de la lumière, puisque la lumière est une onde électromagnétique, et ces petits champs électriques magnétiques vont, pendant ce voyage, eux, osciller. Et la vitesse de leur oscillation, on va appeler ça la fréquence. Et ça, la fréquence, c'est très important, puisque ça va effectivement caractériser toutes les ondes. Chaque onde d'une fréquence différente va avoir des effets tout à fait différents. Alors, donc la fréquence d'une onde, on peut dire que ça part des plus basses fréquences qui sont, par exemple, c'était ce qu'on appelait les grandes ondes, la radio de papa un peu. Quand on monte en fréquence, plus une onde quand même monte en fréquence, plus on dit qu'elle est énergétique, plus elle est capable quand même de véhiculer de l'énergie. On arrive donc dans les ondes radio aux ondes de la FM, par exemple, puis de la télévision, aux ondes dites hertziennes, qui sont dans l'ordre on arrive aux mégahertz, déjà aux millions de hertz, et ensuite, on arrive dans un domaine dont on va évidemment reparler dans pas longtemps, qui est celui des micro-ondes. C'est-à-dire qu'au-dessus, c'est d'abord à l'usage des radars, et puis maintenant, pour les téléphones portables, là, on arrive aux milliards de hertz, aux gigahertz. On est très proche du milliard pour un des deux systèmes en France, et à 1,8 milliard, donc à 1 gigahertz 8 pour un des deux autres systèmes de portables. Ensuite, on monte encore en fréquence, et on arrive dans ce domaine dont on va reparler aussi un petit peu, très particulier, qui est le domaine des ondes millimétriques. Alors c'est encore plus haut que les micro-ondes, et ces ondes millimétriques, donc les Russes s'en servent effectivement beaucoup pour soigner. Et quand on monte encore en fréquence, on arrive là aux infrarouges, à la lumière visible, encore un peu plus haut, à l'ultraviolet, et encore plus haut que l'ultraviolet, on a une autre catégorie d'ondes électromagnétiques, alors là qu'on appelle les rayons X et les rayons gamma, et donc là on entre dans le domaine des rayons dits ionisants, enfin c'est ce qu'on appelle en général la radioactivité de manière plus populaire, mais enfin le terme exact c'est le rayon ionisant, et là, bon, c'est pas évidemment le sujet de notre enquête, enfin de l'enquête autour de l'électromagnétisme, puisqu'on va s'intéresser en fait à tout ce qui est au-dessous de la lumière. Donc à toutes ces ondes qui sont plutôt les ondes radio, les ondes télé, les micro-ondes du portable, etc. Là, alors deux choses encore à préciser. Pourquoi on appelle ionisant ces ondes de très très haute fréquence, donc dans le domaine de la radioactivité, parce qu'on sait que leur énergie est telle qu'elle est capable de faire sauter carrément des électrons quand elles tombent sur une particule, sur de la matière. Elles peuvent faire sauter des électrons, donc ça veut dire que transformer un atome qui est normalement neutre en ion, puisque dès qu'il y a un déséquilibre, un électron en plus ou en moins, la molécule devient chargée électriquement, en négatif ou positif, donc c'est un ion qui devient plus réactif, et évidemment, ça cause des dégâts absolument terribles sur l'ADN, par exemple, parce que si ça tombe sur l'ADN, vous faites sauter un électron sur un gène particulièrement, enfin un secteur particulièrement important de l'ADN, vous pouvez avoir des problèmes, donc d'où le problème de cancérogénèse par les ondes ionisantes, et aussi de malformations génétiques, etc. Enfin, c'est tous les effets bien connus de la radioactivité. Alors, les ondes qui sont dans le spectre hertzien, au-dessous de la lumière, on dit que ce sont des ondes non ionisantes. Donc c'est vrai qu'elles n'ont pas suffisamment d'énergie pour avoir cet effet très bien connu aujourd'hui, qui est le fait de faire sauter les électrons. Et donc, on s'en sert assez souvent comme argument pour dire, voyez, comme c'est pas ionisant, ça peut pas vraiment avoir d'effet, ça peut pas être dangereux. Bon. Donc les scientifiques ont longtemps considéré que c'était un domaine qui n'avait pas d'influence sur la santé. On y est évidemment, on est en train d'en revenir. L'autre point qu'il faut signaler, le seul point technique encore important, c'est que j'ai parlé des champs
qui nous entourent. Donc là, ce sont donc des champs, j'ai dit statiques, parce qu'au contraire des ondes qui, elles, vont voyager, puisque les ondes, c'est tout ce qui sert pour la transmission. Donc elles peuvent voyager jusqu'à des milliers de kilomètres, voire des millions de kilomètres, puisqu'on reçoit des liaisons radio de la part des satellites ou des sondes, etc. Le champ est quelque chose de statique, mais c'est quand même quelque chose qui a une fréquence, parce que le courant électrique est alternatif. On a eu le choix au début du siècle entre utiliser le courant continu ou le courant alternatif. Pour des raisons pratiques, pour le transport du courant, il s'est avéré beaucoup plus pratique de se servir du courant alternatif, et on a choisi des fréquences pour ce courant qui sont 60 Hz ou 50 Hz selon qu'on est en Europe ou aux États-Unis. Et donc ça veut dire que le Hertz étant une fois par seconde, donc 60 fois par seconde ou 50 fois par seconde, le courant électrique va changer de sens. Et donc on a cette espèce de battement, donc c'est une fréquence aussi, donc 50 ou 60 Hz, et tout ce qui est électrique aujourd'hui, à part ce qui est en courant direct, ce qui est alimenté par des batteries ou par des piles, là c'est du courant continu, mais tout ce qui vient du secteur, on a toujours ce battement de 50 ou de 60 Hz. Et des tas de moteurs ou d'autres appareils, par exemple un écran d'ordinateur, a également d'autres fréquences, d'autres battements, puisqu'il y a le balayage qui va faire l'image. Enfin, on peut avoir, à partir du courant électrique, une série de fréquences, mais la plus commune, effectivement, c'est ce 60 Hz ou 50 Hz. Et le problème vient, semble-t-il, de là, parce que l'influence en soi d'un champ électrique ou d'un champ magnétique, on peut le voir par l'effet d'un aimant, par exemple, qui émet un champ continu, ou par le fait que le champ magnétique terrestre existe. Il n'est pas négligeable, mais bon, c'est ce qui permet à la boussole, évidemment, de fonctionner. Et ce sont des champs, effectivement, qui non seulement ne nous affectent pas de manière négative, n'affectent pas notre santé, mais en plus, semble-t-il, nous sont même nécessaires, puisque les cosmonautes, on s'est aperçu que lorsqu'ils sont en l'absence, donc totalement du champ magnétique terrestre, il y a certains problèmes qui naissent à cause de ça. Ça, c'est des choses que les Russes aussi ont étudiées. Et donc, on fait un champ magnétique artificiel pour reproduire donc, le champ magnétique de la Terre. Mais c'est un champ continu. Il n'a pas cette espèce d'alternateur, donc de battement de cette fréquence, et ça change tout. Et c'est évident que ce qui semble nous perturber, c'est la rythmicité, je dirais, de ce battement. Alors, maintenant, pour rentrer un petit peu dans... oui, je dirais pas, dans le vif du sujet. Ce qui s'est passé, en fait, grosso modo, sur le siècle, c'est que pendant très longtemps, on a considéré que ces champs et ces ondes du type de ce qu'on avait dans notre environnement, ou du type de ce qu'on pouvait produire avec les machines telles qu'on les a vues, ne pouvaient pas avoir vraiment d'effet sur le corps humain. Parce que finalement, on a... Les premières études là-dessus, qui se sont faites d'ailleurs, il faut bien le dire, assez lentement, assez laborieusement, parce qu'il n'y avait pas beaucoup les gens n'étaient pas forcément très aidés dans cette discipline, puisque ceux qui voulaient travailler sur les nuisances, évidemment, se heurtaient à l'intérêt des compagnies d'électricité, des compagnies de téléphone, de l'armée aussi, qui travaillait beaucoup là-dessus, donc des études qui étaient parfois difficiles à faire. Et ceux qui s'intéressaient aux thérapies, ça n'intéressait pas grand monde non plus, puisqu'il y avait l'industrie pharmaceutique qui était là, qui, elle, mettait beaucoup de fric dans la recherche, évidemment, basée sur les médicaments. Donc on a eu une discipline qui a eu vraiment beaucoup de mal à se faire entendre entre ces deux influences un peu contraignantes. Et donc... Et ce qui a convaincu quand même les scientifiques, les deux seules choses qu'on connaît de façon sûre et qu'on peut calculer, qu'on peut mesurer précisément, ce sont des effets des champs à relativement forte puissance. On sait que si on a un champ magnétique en mouvement, donc alternatif ou ce qu'on appelle aussi pulsé, ce champ magnétique va créer ce qu'on appelle des courants induits. Ça va créer un courant électrique à l'intérieur du corps. Si ce courant induit est supérieur évidemment au courant qui traverse nos muscles et nos nerfs, donc ça veut dire qu'il va être capable par exemple de produire un effet sur le battement cardiaque ou de produire un effet sur une contraction musculaire. Donc là on a un fort courant électrique, donc il faut quand même là des courants très importants pour susciter ce genre de réaction. C'est ce qu'on a quand on a un défibrillateur cardiaque par exemple, c'est un truc qui envoie quand même une grosse quantité de courant. C'est pas du tout le cas de ce qu'on a effectivement dans l'environnement quel qu'il soit, même sous une ligne à haute tension, on est à des puissances beaucoup plus faibles. Donc pas de courant induit, en tout cas pas supérieur à ceux qui fonctionnent naturellement, donc plutôt très inférieur à ce qui fonctionne naturellement dans nos muscles et dans nos nerfs. Et d'autre part,
On sait que les ondes, elles, ont la propriété, quand elles sont suffisamment puissantes, et ça varie selon la fréquence, mais il y a une propriété qui est bien connue, c'est ce qu'on appelle l'effet thermique. On sait qu'une onde est capable de nous cuire de l'intérieur. Hein. Ça peut arriver quand on se met en face d'un radar à pleine puissance, c'est comme ça d'ailleurs qu'on l'a un peu découvert. Ça peut arriver quand même pour des stations FM de radio où on peut avoir des brûlures graves, hein, quand on est vraiment en face d'un gros émetteur, et on sait qu'il ne faut jamais se retrouver en face à tout près. Donc c'est un effet de chauffage par l'intérieur, par agitation des molécules d'eau qui vont réagir avec l'onde électromagnétique. Et l'agitation des molécules, c'est ce qu'on appelle aussi la chaleur, et c'est le principe aussi, évidemment, du four à micro-ondes. C'est des ondes, des micro-ondes, donc proches en termes de fréquence de celles du portable, mais évidemment beaucoup plus puissantes, qui vont secouer les molécules d'eau à l'intérieur des aliments et obtenir cette cuisson. Donc ça, ce sont les deux effets, les courants induits d'une part et la chaleur produite à l'intérieur de l'organisme d'autre part. Ce sont les deux effets qui sont relativement bien connus, et ce sont les seuls en fait qui sont vraiment à la fois bien compris et admis par l'ensemble de la communauté scientifique. Ça veut dire que pour ce qui est des thérapies, par exemple, on se sert par exemple essentiellement de l'aspect, dont on servi de l'aspect chauffage, ce qu'on appelle la diathermie, le chauffage de l'intérieur. Et pour ce qui est des nuisances, on considère que une sorte de majorité des scientifiques jusqu'à récemment ont considéré que non, dans l'environnement, même sous une ligne à haute tension, même avec un téléphone portable, même face à des antennes relais, etc., on avait des puissances tellement faibles que ça ne pouvait ni chauffer nos tissus, ou en tout cas très peu, juste de peut-être quelques dixièmes de degrés, mais ça on est dans les variations naturelles, je dirais, pas sans grand danger. Alors donc ni chauffer, ni produire de courant induit suffisamment fort pour nous troubler, pour nous perturber, pour créer des maladies. Donc toutes les normes qui sont censées nous protéger, elles existent plus ou moins. En général, ce sont des normes un peu volontaires, mais enfin bon, elles ne prennent en compte que ces deux effets. Et les thérapies dont on connaît vraiment bien le mécanisme ne prennent en compte aussi que ces deux effets. Alors ça pose un énorme problème parce qu'en fait, il apparaît de plus en plus que d'une part, même à ces faibles puissances de l'environnement, il y a toute une série d'effets que les gens ressentent. Les gens qui sont sous une ligne à haute tension, ou maintenant les gens qui sont face à une antenne relais de téléphone portable en face de chez eux, par exemple, vont se plaindre de migraines, d'insomnie, de choses plus graves qui peuvent être des problèmes génératifs, disons fausse couche par exemple, assez souvent. Ça peut aller jusqu'à la leucémie des enfants, qui est souvent une sorte d'indication quand il y a, pendant quelques années, dans cette période un petit peu fragile de croissance, du début de la croissance d'un enfant, c'est arrivé autour des lignes à haute tension, et c'est en train d'arriver en ce moment, semble-t-il, autour des antennes relais. Donc il y a toute une batterie de symptômes comme ça qui semblent de plus en plus manifestes et qu'on ne peut pas expliquer, effectivement, ni par ces deux grands mécanismes dont j'ai parlé. Donc beaucoup de scientifiques ont dit à un moment, et continuent malheureusement aujourd'hui encore à le dire, c'est pas possible. Ça peut pas, il y a un mystère, on n'y croit pas, puisque... Et c'est la même chose aussi dans le domaine des thérapies. Tout ce qu'on a vu là, par exemple, ce que font les Russes, mais ce que font aussi, par exemple, Arthur Pila avec ses appareils qui soignent les fractures, ça se situe également à des puissances bien inférieures à celles qui nous chaufferaient ou qui produiraient des courants induits, des puissances du même ordre que celles qu'on a dans notre environnement. Et là, de nouveau, on a un effet qui est évident. Ça se voit sur les radios, hein, quand on voit les gens qui ont été traités par des champs magnétiques pulsés. Donc, les os, c'est des choses, c'est très mesurable, etc. Et le mécanisme donc reste relativement mystérieux, puisque là encore on est dans un domaine de très faible puissance, et là encore il y a une partie de la communauté médicale qui continue à dire ça ne peut pas marcher, ça doit être un effet placebo, ça doit être dans la tête. Il y a plein de gens encore qui n'y croient pas, particulièrement en France où on a ce côté quand même très, si on ne comprend pas exactement et rationnellement le mécanisme de la chose avec toutes ces étapes, alors on continue à être méfiant et à ne pas, ou en tout cas à attendre, à ne pas s'en occuper, à contraster avec le côté plus pragmatique, effectivement, des Russes, d'une part, et des Américains, dans un certain sens aussi, et d'ailleurs apparemment également des Allemands et des Italiens maintenant, qui sont bien avancés dans ce domaine, et qui se disent, à partir du moment où on a quelque chose qui marche, en thérapie par exemple, tant pis si on ne comprend pas exactement encore par quel circuit cellulaire ou autre ça marche, si on a de bons résultats, pas d'effets secondaires, que ça semble intéressant, au moins, appliquons-le. Donc ça, c'est important de le savoir.
Et de savoir donc aussi qu'en France, c'est un petit peu difficile de sensibiliser, ou il y a peu de médecins, disons, sensibilisés à ce type de choses. Et dans le domaine des nuisances, on va retrouver la même chose, c'est-à-dire qu'une série de scientifiques un peu patentés, officiels, qui tiennent un petit peu les commissions aujourd'hui, les rapports d'experts, les commissions internationales qui font les normes, et qui sont en même temps des gens qui, depuis des années, des dizaines d'années, sont pratiquement entièrement subventionnés par l'industrie électrique, par les opérateurs de téléphone. Et malheureusement, la situation est tristement une situation où il n'y a pas d'autres sponsors possibles. C'est soit les pouvoirs publics, et puis quand on entre dans le privé, ben là, les seuls qui ont vraiment un intérêt à financer ce genre de recherche, c'est les grosses industries de l'électricité et des communications. Donc ces gens dont les labos dépendent de ces... évidemment, auront plutôt intérêt, s'ils veulent avoir des bonnes carrières à long terme, à minimiser les risques, et donc à s'accrocher à une espèce une incertitude, un manque de preuves, un côté un petit peu mystérieux des actions nuisibles, pour dire non, pour l'instant, tout va bien, on n'a pas prouvé qu'il y avait danger, il y avait nuisance, etc. Et malheureusement, on en est toujours là. Donc dans les deux domaines, c'est quand on se heurte à une sorte d'establishment scientifique qui est fortement aussi influencé par les intérêts économiques et politiques. Alors, c'est pas une situation facile, mais j'ai l'impression que d'une part et d'autre, les évidences maintenant commencent à être tellement énormes, que ce soit dans le domaine des nuisances ou que ce soit dans le domaine des bénéfices qu'on peut attendre des thérapies, que il y a une sorte de vieille majorité là qui est en train de s'effriter, et de jour en jour, on voit apparaître aujourd'hui de plus en plus de recherches qui vont dans le sens d'un renouvellement de la pensée biologique à ce niveau-là. Alors, il y a une chose importante à signaler, c'est pourquoi les Russes. Alors, les Russes ont été effectivement à la fois pionniers dans l'application de certaines fréquences, donc de certaines ondes électromagnétiques pour la thérapie, et également pionniers en matière de normes et de protection contre les nuisances. Alors ça paraît un petit peu bizarre parce que les Russes n'ont pas vraiment la réputation d'être... on connaît Tchernobyl, leur centrale nucléaire, etc. On se dit c'est un pays qui n'a pas beaucoup de respect pour l'environnement. Bon, les choses sont un petit peu plus complexes. C'est vrai que le système est tel, il y a une telle gabegie, une telle corruption, qu'au moment de la réalisation des travaux comme des centrales nucléaires, les choses se font en dépit du bon sens, et on arrive à des drames comme tous ceux qu'on connaît. Cela dit, au niveau de la recherche scientifique, quand on part, finalement, ça part avec de bonnes intentions. Ça finit souvent assez mal. Dans le domaine de l'électromagnétisme, les Russes ont fait dans les années 60 une démarche qui n'a pas du tout été faite à l'époque en Occident. C'est-à-dire qu'ils se sont dit... Une démarche qui nous paraît maintenant très logique, mais malheureusement, ce n'est pas la démarche occidentale classique. C'est de dire, bon voilà, nous sommes maintenant entourés d'électricité, il y a des lignes à haute tension, on a des appareils électriques partout, maintenant on va commencer à communiquer avec les ondes électromagnétiques. Donc faisons une large enquête à la fois de laboratoire, sur des animaux, dans les usines, dans les entreprises où les gens sont soumis à des champs assez forts, un petit peu partout, faisons de l'épidémiologie. Alors ils ont fait ça pendant plusieurs années. En laboratoire, c'est plusieurs générations d'animaux qui ont été irradiés comme ça à différentes puissances sur des générations entières. C'est du gros travail. Ça a été fait, disons, ça a commencé à la fin des années 50, au début des années 60. Ça a duré comme ça plusieurs années. Et au bout de quelques années, ils ont réuni, donc tout ça a été contrôlé par évidemment une structure universitaire d'État. Et ils ont fait le bilan de tout ça et ils ont édicté des normes à ne pas dépasser, qui ont été appliqués ensuite un petit peu dans tous les pays de l'Est et également en Chine. Et il se trouve que ces normes sont à l'heure actuelle à peu près 100 fois plus contraignantes que celles que nous avons aujourd'hui en Occident, que ce soit en France, dans tous les pays européens, sauf peut-être donc les deux pays qu'on mentionnait, c'est la Suisse et l'Italie, qui viennent presque de s'aligner sur ces fameuses normes russes. Mais sinon, donc, ils ont très rapidement, en fonction de ce qu'ils avaient découvert, fixer des normes justement très basses, parce qu'eux ne se sont pas arrêtés juste à l'effet thermique dont je parlais tout à l'heure et à l'effet de courant induit. Ils ont tenu compte de ces effets des très faibles puissances qu'on appelle des effets non thermiques ou des effets spécifiques, même si on ne sait pas très bien, on commence à peine à savoir les mécanismes moléculaires qui les provoquent, et on constate leurs effets. Donc de façon pragmatique, ils ont édicté ces normes. Pendant très longtemps, à l'époque, les années 60, on était encore en guerre froide, on a considéré que les Russes étaient fous, ou alors qu'ils avaient fait des mauvaises expériences, ou que c'était de la désinformation, enfin, on ne les a absolument pas crus. Et évidemment, en Occident, on a fait la démarche inverse, c'est-à-dire qu'on a
foutu des lignes à haute tension partout, on a développé le téléphone portable, on a fait tout, sans évidemment la moindre étude sur la santé avant que les problèmes ne se posent. Et c'est à partir du moment où les problèmes ont été posés par les riverains, dans un premier temps par les riverains des lignes à haute tension, on a commencé à voir aussi là des cas de cancer, des cas d'inconfort de type insomnie, migraine, etc. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire des travaux. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant avec le portable. C'est qu'il faut savoir que les premiers téléphones portables sont arrivés aux États-Unis en fait en 1984, sans qu'il y ait eu une seule étude, pas la moindre étude scientifique sur un éventuel effet sur la santé. Alors c'est quand même des trucs qu'on a tout à côté du cerveau et qui sortent des micro-ondes qui certes sont moins puissantes que celles du radar, mais enfin le radar était connu depuis la Deuxième Guerre mondiale et on savait que les ondes de ce type sont quand même pas sans conséquences sur la santé, puisqu'elles ont la capacité non seulement oui, de chauffer si elles sont assez fortes, mais en tout cas de pénétrer et d'être absorbées par les tissus. Donc, mais non, 84, premier téléphone portable, pas une étude scientifique, et les premières études ont commencé en 93, à partir de 93, au moment où il y a eu en fait les premiers procès. C'est-à-dire 10 ans pratiquement après l'introduction des téléphones portables, aux États-Unis, premier procès de quelqu'un dont la femme vient de mourir d'un cancer du cerveau, et c'est une grosse utilisatrice de portable. Le type porte plainte, dit ça doit venir de là. Le procès a été perdu, évidemment, comme d'autres qui sont arrivés depuis, mais il a quand même été très médiatisé à l'époque aux États-Unis. Donc, le grand public découvre ça, le Congrès s'en mêle, on dit comment ? Il n'y a pas eu de recherche scientifique là-dessus. Et les recherches démarrent. Donc, 10 ans plus tard, voilà. Donc, nous, on fait ça comme ça, un petit peu à l'envers, une fois que les problèmes se posent. Bon, les Russes l'ont fait d'une façon qui était quand même plus rationnelle. Ils ont pris Et aujourd'hui, on commence à se rendre compte que c'est quand même sans doute eux qui avaient raison, même si leurs normes maintenant sont-elles appliquées ou pas. Bon, ça c'est un autre problème, mais en tout cas déjà elles ont le mérite d'exister, et ces travaux scientifiques qui ont été faits ont le mérite d'exister. Ils sont d'ailleurs pas forcément très accessibles aujourd'hui. Il est question, les Russes demandent depuis des années à l'Organisation mondiale de la santé de les aider financièrement, simplement à faire une publication, une traduction, une mise à disposition de ces travaux quand même qui sont importants, qui ont été faits, et fin de non-recevoir évidemment depuis un moment. Donc il semble que ce soit maintenant des sociétés privées qui voudraient aujourd'hui permettre la publication de ces travaux. Parce qu'on a été rencontrer des gens aussi à Moscou qu'on ne voit pas là dans cet extrait-là, mais qui sont des vieux chercheurs, hein, mais qui sont quand même là, toujours vivants, qui ont participé à toutes ces expériences. Et bon, il faut profiter du fait qu'ils sont encore là quand même, peut-être pour qu'ils aident à ce que tout ça soit publié. Donc voilà à peu près... Voilà à peu près où on en est aujourd'hui. Alors avant de vous laisser la parole, disons, je dirais deux choses. C'est-à-dire d'une part, alors le domaine, le domaine des nuisances, je veux quand même juste évoquer quelque chose parce que je suis finalement pas mal impliqué là-dessus maintenant, c'est le problème des antennes relais du téléphone portable. Je crois que ça va être le gros problème du moment. Ça a déjà commencé, et pas seulement en France, puisque ça va certainement prendre une dimension très européenne, voire mondiale, puisque les États-Unis ont ce problème aussi. Quand j'ai écrit ce livre, je l'ai mis d'ailleurs sur la page de couverture, j'ai dit ce livre ne milite pour aucune cause particulière. C'est vrai que j'ai pas fait le bouquin dans un sens très militant. Je voulais vraiment faire une enquête d'ailleurs qui avait démarré il y a des années. C'est vraiment un sujet qui me passionnait depuis presque une quinzaine d'années, et plus les thérapies d'ailleurs au départ que les nuisances. Et puis c'est en réalisant peu à peu que finalement c'était les deux revers d'une même médaille. On avait là ces effets des champs ou des ondes relativement peu puissantes. On avait, selon évidemment la fréquence, la façon de l'utiliser, des effets bons ou mauvais, et ce même désintérêt, cette même méfiance, cette même censure quelque part de la part. Donc on retrouvait ces deux choses-là. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà? Et oui, j'étais parti d'où là? Ah oui, les antennes, voilà. Et donc, en fait, là-dessus, bon, je me suis rendu compte, effectivement, en faisant toute cette enquête, que, d'une part, il y avait une longue histoire déjà de politique, enfin politique, économique, de suppression active d'un certain nombre de découvertes. Il y a eu des batailles quand même très, très sérieuses qui sont racontées dans le bouquin, et qu'aujourd'hui, une nouvelle bataille arrive. Et quand j'ai vu, là, c'est très récent, j'ai commencé à assister à des réunions publiques, il y en a pas mal en ce moment, organisées par les opérateurs du téléphone portable, par exemple, pour dire les antennes, c'est sans danger. J'ai vu appliquer des tactiques
qui m'ont tellement énervé. Enfin, c'est de la contre-information, de la propagande, du mensonge, de l'attaque par la rumeur et par la calomnie. Enfin, je veux dire, vraiment des méthodes qui m'ont scandalisé en tant que journaliste et qui ont fait de moi, quelque part, maintenant, quelqu'un qui est plus militant qu'il ne l'était il y a encore un an. Parce que vraiment, j'ai trouvé ça dégoûtant de la façon dont ils essayent de mener le débat, ou plutôt de ne pas mener le débat, de faire semblant de mener un débat et en fait de faire avaler de force un certain nombre de choses comme des normes qui, soi-disant, nous protégeraient. C'est ces fameuses, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu récemment, il y a plein de gens aujourd'hui qui sont mobilisés contre les antennes, plein de maires qui ont pris des arrêtés pour leur imposer une distance de sécurité ou pour faire démonter certaines antennes. Il y a plein d'associations qui se battent contre ça. Et il y a la position officielle, celle des opérateurs, et malheureusement celle du gouvernement aussi à l'heure actuelle, c'est de dire « Ah oui, mais nous avons des normes qui nous protègent, ce sont des normes européennes. » Alors, il faut dire que ce ne sont pas des normes, ce sont des recommandations qui ont été votées, enfin, qui ont été adoptées par le Conseil européen. Donc, le Parlement n'a jamais voté sur ces normes pour l'instant. Ce sont des recommandations. Et évidemment, on se situe en dessous de ces recommandations, que ce soit pour les téléphones portables, les antennes, etc. Alors, soi-disant, puisqu'on est en dessous, on serait en sécurité. Donc, évidemment, on sait maintenant, et de nombreux scientifiques le disent, que ces normes sont absolument n'importe quoi. Elles sont juste fondées sur les effets thermiques et avec un petit facteur, enfin un facteur de sécurité pour qu'on soit bien en dessous. Mais sinon, elles ne tiennent absolument pas compte de tous ces travaux récents qui ont été faits sur l'influence des faibles puissances. Donc, or, on est en train d'essayer en France actuellement de faire passer ces normes dans la loi, ce qui est rare parce que dans la plupart des pays, elles restent au stade de recommandation parce qu'on sait très bien que ça va bouger, qu'elles sont basées sur des travaux trop vieux, que ça gueule trop, qu'on va être obligé de bouger. Les Français vont être un des seuls pays au monde qui aura mis ces normes très très imparfaites, qui ne protègent rien du tout, carrément dans la loi. C'est un décret qui doit paraître, on ne sait pas trop quand, mais dans les semaines qui viennent, et ça a été bien préparé puisqu'il y a déjà un arrêté du ministère de l'Industrie qui a été pris donc il y a un mois maintenant, suivi d'une circulaire au préfet, etc. Donc on est en train de bétonner cette histoire. Et évidemment, une fois que ce sera devenu un décret, une loi, ce sera encore plus lourd ensuite à faire bouger. Et là-dessus, les parlementaires n'étaient pas forcément d'accord, que ce soit du côté du Sénat ou du côté de l'Assemblée nationale. Il y avait des projets de loi qui étaient en préparation. Michel Rivasi, qu'on a vu dans le film, avait pour l'Assemblée nationale travaillé sur un projet de loi. Ces projets de loi ont été écartés. C'est le gouvernement qui a décidé d'agir par décret. Et on est en train d'essayer de nous faire avaler ça. Donc ces décrets, soi-disant, vont nous protéger. Alors qu'au contraire, on nous donne des normes qui sont tellement laxistes que tout est possible en dessous. Alors, la mésaventure qui vient d'arriver, ça c'était la semaine dernière en Espagne, c'est peut-être ce qui va nous arriver aussi un jour, c'est que là, en Espagne, pour l'instant, c'est devenu une sorte de cause nationale. On en a peu parlé d'ailleurs dans les journaux français, bien que ça ait été repris pourtant par l'International Herald Tribune, par les journaux anglais comme le Guardian, par les journaux allemands, mais silence radio sur les journaux français. La une des journaux espagnols depuis une semaine, c'est quand même c'est les 4 cancers d'enfants de leucémie et de cancer autour d'une école à Valladolid. Cette école est quand même, en face de l'école, il y a une bonne batterie d'antennes de relais. Les 3 opérateurs espagnols y sont. Et ça a été installé il y a 2 ans. Et depuis 2 ans, depuis quelques mois, il n'y avait jamais eu de cas de leucémie ou de cancer dans cette école. Il se trouve comme ça. Et puis d'un seul coup, on en a d'abord 1, puis 2, puis 3, puis 4. Maintenant, on en est au 5e. Donc là, il y a eu une sorte de scandale national là-dessus, parce que dans un premier temps, effectivement, on a... et l'Espagne, qui venait de prendre le décret du même genre de celui qui s'apprête à être fait en France, c'est-à-dire sur ces normes européennes, il vient d'être obligé d'annuler ce décret, puisqu'il y a une telle levée de bouclier en disant, vous voyez bien que ces normes ne nous protègent absolument pas, donc ça y est, ce décret, ils vont l'amender, donc ils vont essayer de trouver de nouvelles normes, lesquelles, ça c'est un autre problème, parce que la recherche n'est pas assez avancée aujourd'hui pour qu'on puisse dire, au-dessous de telle norme, ça irait, mais en tout cas, reconnaître que ce qui existe ne nous protégeait pas. Donc ça, c'est une histoire importante, puisqu'il y a beaucoup de batailles aujourd'hui. Alors ça concerne peut-être plus les grandes villes ou les villes moyennes où les antennes relais sont très proches des habitants. Peut-être que dans d'autres situations, quand on a une antenne relais qui est un petit peu loin dans les champs, ça va, on n'a pas trop de problèmes. Mais je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont face à ce type de problème, notamment face à des écoles et des endroits comme des hôpitaux ou des choses comme ça. Mais ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut se tenir au courant. Il y a une vraie bataille en cours. Et
Alors, deuxième chose que je voulais dire, au niveau des thérapies, donc c'est important donc de savoir, les gens sont parfois étonnés qu'on dise, bah oui, bah, d'un côté vous dites, alors ces ondes, ça peut être nuisible pour la santé, ça peut donner des cancers, ça peut donner des migraines, et de l'autre côté vous dites, bah, ça peut aussi soigner. Ben oui, parce que tout dépend évidemment d'une fréquence à une autre, on a une onde tout à fait différente, donc tout est question de dose, de puissance. Alors on ne va pas rentrer là dans les détails, mais ce qui peut soigner peut faire du mal et vice-versa. Alors ça, je vous montre juste ça parce que c'est en fait ce que vous avez vu tout à l'heure. C'est un appareil à ondes millimétriques, donc c'est un appareil russe, ça on ne le trouve pas en France, d'autant plus que les Russes sont à peu près les seuls à savoir fabriquer, miniaturiser en tout cas les émetteurs d'ondes millimétriques, mais on espère que ce sera peut-être importé en France un de ces jours. Alors c'est à peu près ce type d'appareil en fait qu'on va sans doute voir se développer. Alors que ce soit là, l'onde millimétrique c'est une chose, il y a d'autres techniques qui sont le champ magnétique pulsé, qui est peut-être d'ailleurs un peu plus facile à fabriquer. C'est en général plutôt ça qu'on va trouver. Et on peut aussi avoir d'autres techniques du type courant électrique, mais on considère maintenant qu'il vaut mieux ne pas avoir trop d'applications directes de courant électrique sur la peau parce que ça peut avoir quelques contre-indications. Le mieux, c'est ce qui n'a pas réellement de contact, donc c'est les ondes. Alors que, les ondes millimétriques, par exemple, qui ont des propriétés spécifiques disons, de renforcement de l'immunité et des capacités cellulaires de se défendre, de se reconstituer éventuellement. Et d'autre part, les champs magnétiques pulsés qui ont un peu ce même effet selon effectivement la fréquence à laquelle on va les faire pulser. Alors bon, ça devient pour les gens qui sont un petit peu branchés là-dessus, ça devient un peu une sorte de médecine alternative. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, je ne suis pas très en forme aujourd'hui parce que j'ai un peu la crève depuis maintenant 2-3 jours, donc ça commence par un mal de gorge, ça monte au nez, ça descend sur les bronches. Ce matin, j'étais effectivement canne de tout, grosse douleur aux bronches et tout. Bon, j'ai branché la machine effectivement sur 30 minutes en fréquence 5,6 en longueur d'onde, plutôt 5,6 mm. Donc je me suis appliqué ça comme ça, pendant une demi-heure. Et je reconnais que bon, ça ne m'a pas fait disparaître complètement, là. Je sens qu'il y a toujours là, mais là pour l'instant j'ai plus mal, j'ai pas toussé depuis ce matin, donc j'ai pris aussi un peu de L52, donc ça aide aussi, mais voilà, je pense, à l'usage, on constate que ça, c'est pas un effet qui est totalement radical, mais ça peut contribuer de manière intéressante, et apparemment sans aucun effet secondaire. Alors là on parle de petits mots, mais il y a des mots quand même beaucoup plus importants, et ça je pense que c'est réellement quelque chose qu'il faut faire savoir, et d'ailleurs je ferai là-dessus un papier dans un prochain numéro de l'Impatient Alternative Santé, simplement pour que les gens le sachent, c'est-à-dire que tous les gens qui souffrent d'arthrose, d'arthrite, de problèmes rhumatismaux, disons en général, de douleurs chroniques, douleurs du dos, etc., et ça empoisonne la vie de tas de gens, et il y a très peu de traitements médicaux vraiment adaptés, c'est-à-dire les analgésiques qui finissent par bousiller l'estomac, les anti-inflammatoires qui ont en général des gros effets secondaires, les infiltrations qui sont douloureuses, qui ne marchent pas tellement. Finalement, il y a des tas de gens comme ça qui souffrent sans que la médecine puisse réellement les aider. Or, on sait soit avec des ondes millimétriques, effectivement, ou soit de façon plus courante ici, avec des champs magnétiques pulsés, et ça se fait dans certains hôpitaux français quand même, mais très très peu, on peut très facilement maintenant soulager les douleurs et même guérir le terrain. C'est-à-dire qu'on voit, il y a eu des thèses de doctorat qui ont été passées récemment en France là-dessus, avec des radios, etc. On voit que des cartilages peuvent se régénérer, que donc même ce qu'on appelle les becs les crêtes de coq ou les becs de chevaux. Donc on les voit disparaître, rien qu'avec l'action des champs. Donc on voit qu'il y a une vraie régénération. Et dans le cas de l'arthrose, qui est une maladie dégénérative où on dit en général on ne peut rien faire, il y a de réels et visibles progrès qu'on peut avoir par ces techniques-là. Donc il serait vraiment urgent et ce sont des appareils en plus qui sont là fabriqués de manière assez courante dans des pays voisins. Donc il serait important que les médecins français le sachent. Pour l'instant, il y a très très peu de gens qui le savent. Les kinés sont en général plus au courant que les médecins, mais les kinés se sont souvent arrêtés à des appareils électriques, avec un contact et un petit courant électrique. On peut faire maintenant la même chose avec des appareils beaucoup plus modernes et beaucoup plus pointus qui utilisent donc soit des ondes, soit des champs magnétiques pulsés. Et ça, là encore, souvent, ils ne sont pas au courant de tout ça. Donc, et on peut dire qu'on ne les y aide pas particulièrement, puisque toute la littérature scientifique, disons la presse médicale, scientifique, etc., ne s'en occupe pas. Il y en a que pour, évidemment, les médicaments, la médecine pharmaceutique. Bon, ça, on s'en doute.
Donc voilà le résumé très rapide que je peux faire là-dessus. Évidemment, tous les détails sont dans le livre. Où l'émission, malheureusement, elle n'est pas disponible en cassette du commerce, ce qui est dommage. Mais enfin, Arte est une grosse aussi entreprise pour ça, que ça n'intéresse pas beaucoup de diffuser des documentaires de ce type. C'est dommage parce qu'il a eu un bon écho. D'ailleurs, quand il est passé sur Arte, il y a eu plein de courriers. Bon. Enfin voilà, donc le bouquin existe. Et puis il y a moi qui peux répondre, en tout cas maintenant, à vos questions en fonction de ce qui vous intéresse plus particulièrement. Alors, il faut trouver les micros d'une part. Alors, oui, à propos du bouquin, donc j'ai dit que je le signerai. Alors, je le signerai dans le hall quand il va arriver. On me dit qu'il sera là donc demain après-midi, aux heures normales. Donc, je serai là dans le hall avec les libraires de Cavaillon dès que les livres sont là, quoi. Donc, demain après-midi, en fait, puisque demain matin, ce sera fermé. Mais voilà. Alors, j'entends pas votre micro, là. Le micro. C'est un appareil fait par un concepteur suisse. C'est un triangle de verre avec des boules de quartz qui est relié à un ordinateur. On pose un cheveu dessus et ça vous donne toutes les données de vos troubles de santé. L'origine, par exemple, la position du lit, les vêtements que vous portez. C'est extraordinaire. Et c'est très récent. Oui. Alors, effectivement, non, je ne connais pas cet appareil-là. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs domaines. On a, disons, peut-être ce qu'on pourrait appeler l'extrême pointe de ces recherches. C'est effectivement des choses qui sont très difficiles à comprendre parce que là, on est en dehors, enfin, très en dehors de ce qui est compréhensible par, disons, la science de base, je dirais. Alors, c'est des domaines, ce qu'on appelle, par exemple, la géobiologie, c'est-à-dire l'influence de cette très petite variation des champs magnétiques, mais qui vont faire que tel ou tel endroit va être ce qu'on appelait autrefois les maisons à cancer, où il y a des endroits, effectivement, où des maladies vont se produire à répétition, d'autres qui vont être considérées comme plus bénéfiques. Ça ne se mesure très difficilement, sinon par des méthodes qui sont des méthodes du type du pendule ou de l'antenne de Lécher, donc qui dépendent avant tout du don, de la sensibilité de la personne, en fait, semble-t-il, essentiellement au champ magnétique, avec l'antenne qui va lui permettre de déguiser ses réflexes par rapport à ça. Donc on est dans un domaine qui est assez subjectif, je dois dire. Il y a beaucoup de découvertes qui se font et d'appareils qui fonctionnent maintenant avec de très 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 petites valeurs de champ et qu'il est difficile de mesurer. C'est presque impossible à mesurer. Alors donc là, c'est toute une enquête que j'ai pas encore réellement faite parce qu'elle est encore plus complexe que l'enquête sur des appareils de ce type où là, on peut très bien mesurer ce qui sort et même s'il y a des mystères sur comment ça agit, de toute façon, on est déjà quand même dans le mesurable. Et là, on est dans presque des champs dont on se demande si c'est encore des champs électromagnétiques ou si on n'est pas dans le domaine d'énergie encore plus subtile que ça, que la science ne connaît pas encore. Alors là, pour étudier ça, la seule manière, c'est d'aller voir les fabricants, d'aller voir les gens qui s'en servent, d'essayer de recevoir les avis, de les essayer sur soi-même, mais tout en se méfiant de l'effet placebo, etc. C'est un sacré boulot. Alors j'en parle pas trop, effectivement, dans le bouquin, faute d'avoir fait ce travail-là, mais je souhaiterais, effectivement, plus tard continuer et pouvoir dire des choses après avoir suffisamment étudié ces appareils-là. Et il y a pas mal de choses dans ce domaine qui échappent un peu à ce qu'on peut comprendre. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les comprend pas ou parce que ça paraît un peu extraordinaire que c'est forcément faux. Ça peut très bien être des choses simplement qui sont encore loin devant ce qu'on peut connaître de façon scientifique. Alors j'ai essayé de rester sur le côté plus scientifique, mais en sachant, comme je l'ai dit, que ça ne convainc pas forcément tous les scientifiques. Il y a beaucoup de gens qui sont très sceptiques par rapport à ça et qui continueront à dire non, avec d'aussi faibles puissances, on peut obtenir aucun effet, que ce soit nuisible ou bénéfique. Ça dépend qui... Allô ? Ça dépend qui les paye. Ah voilà, alors Jacques Surbeck, que je connais évidemment, que j'ai déjà rencontré, qui lui est biophysicien, donc c'était pas son, je crois, au départ, enfin il est arrivé à s'intéresser à ce problème-là, et lui est un de ceux qui ont sorti. Alors là aussi, quelque chose que j'ai pas réellement traité dans le livre, parce que c'est compliqué, là aussi ça demande une enquête très très serrée, c'est est-ce qu'on peut se protéger des champs électromagnétiques. Alors c'est tout le problème de ce qu'on vous vend aujourd'hui, il y a des tas de gadgets, disons,
dont on peut dire, est-ce que ça peut réellement protéger par rapport à un écran d'ordinateur, Alors c'est très compliqué parce qu'il faut là manifestement trier le bon grain de livret. Tout n'est pas forcément efficace. Il y a probablement des choses efficaces. Là, c'est une véritable enquête à faire. Elle est très complexe. Alors, Jacques Surbeck m'a paru quelqu'un d'assez sérieux. En tout cas, c'est basé sur des publications scientifiques. Donc, c'est de ça dont il va nous parler. Nous avons 30 publications scientifiques et 12 congrès scientifiques internationaux majeurs derrière nous. Vous avez parlé tout à l'heure de Blackman. Et en 1991, déjà, Blackman avait publié dans BEMS, Bioelectromagnetic Society, la newsletter numéro 102, dans laquelle il disait que les appareils de mesure... Allô ? Un petit mauvais contact dans le micro, sans doute. Les appareils de mesure sont un leurre, car ils ont une sensibilité qui est de très loin inférieure à celle des êtres vivants et des cellules vivantes et des modèles biologiques. Et il demandait déjà en 1991 d'utiliser le modèle biologique pour la détection de nocivité ou de non-nocivité de certains champs. Vous avez cité tout à l'heure les normes françaises. Je dois vous dire que nous avons travaillé sur ce sujet. Je vais vous en parler dans 2 minutes si vous me le permettez. Je voudrais déjà faire un bref historique sur l'histoire des ordinateurs. C'est tout à fait par hasard, c'est par accident que nous avons découvert la nocivité biologique de la radiation électromagnétique pulsée des écrans cathodiques. C'est un accident. Il nous a fallu 10 ans pour identifier cette nuisance, pour trouver une parade dont l'efficacité puisse être scientifiquement démontrable. Et je dois rendre grâce au docteur Paul Nogier, grâce à qui nous avons pu commencer à comprendre les mécanismes. Vous avez parlé tout à l'heure de champs subtils. Effectivement, nous avons autour de nous un champ énergétique qui est la somme de toutes les différences de potentiel entre noyau et membrane de nos cellules. Alors évidemment, c'est infime au niveau cellulaire, mais ça peut atteindre, et certains chercheurs l'ont déjà mesuré, jusqu'à 25 volts à l'intérieur d'une cellule. Mais avec 0,00000 lambda ampère, évidemment. Et quand on additionne tout cela, on obtient un champ que les Chinois appellent le Qi, le Qi. Et que Fritz Popp et Régis Dutheil ont appelé le champ énergétique, et Saxon Burr appelle le champ vital. Donc vous avez là un champ, et on a pu montrer que devant un écran d'ordinateur, au bout de 8 heures de travail, ce champ est détruit à 75%. Et il faut 150% du temps passé à l'écran pour le régénérer. Et il est détruit à 90% si vous avez 2 écrans ou un écran devant, un écran derrière vous. Et là, il faut 200% du temps passé à l'écran pour le régénérer. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille devant 2 écrans 10 heures par jour ne peut pas se régénérer. Et en général, il tombe malade dans les 3 ans qui viennent. C'est la raison pour laquelle nous avons investi 10 ans de recherche, 10 ans de travail, 10 ans d'expérimentation, et que nous avons pu maintenant publier 30 comptes rendus scientifiques, le dernier ayant été signé par le médecin du travail du groupe Thales, au dernier congrès de la médecine du travail du bassin méditerranéen. Je tiens les textes à la disposition de ceux qui les demanderont. Tout le monde peut me contacter par email surbeck@pingnet.ch. Et là, je tiens toutes les documentations, les tirées à part, à la disposition de ceux qui en ont envie. Ceci étant, sur les expériences de Nogier, nous avons pu montrer que les éléments de protection que nous avons mis au point sont efficaces à 100% et suppriment complètement la destruction du champ énergétique qui, lui, entraîne la rétention d'adrénaline, laquelle entraîne un auto-empoisonnement de l'organisme, qui déclenche la diminution de l'activité du système immunitaire et un déséquilibre dans le système hormonal. Ça va beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Je ne veux pas monopoliser le micro, mais je tiens à votre disposition tous les documents justifiant mes assertions. Voilà, merci. Et pour ceux qui ont noté, Surbeck s'écrit S-U-R-B-E-C-K. Et donc, @ pingnet,
pingnet.ch. CH ne voulant pas dire chuich ni chocolat, mais simplement Confédération helvétique. Donc, alors évidemment, nous débordons, donc on va encore prendre. Je crois que Jacques Benveniste a demandé. Ouais. Monsieur, madame. Bonjour, messieurs, dames. Voilà, j'ai deux questions à vous poser, mais rapides. Notamment ici, notamment sur les ondes ELF, qui auraient été, disons, en expérience dans les années 50-60 par les Russes. Et enfin, moi, j'ai lu ça sur des revues, vous me direz si c'est vrai ou si c'est faux. Et donc, des ambassades, etc., américaines avaient eu des problèmaux de troubles, enfin, de maux de tête, etc. Ils avaient découvert que les Russes envoyaient des ondes ELF, qui seraient de l'ordre de 10 ou 15 Hz, peut-être je me trompe. Donc, est-ce que l'on pourrait imaginer, parce que je l'ai lu aussi, que sur ces ondes porteuses, on pourrait envoyer des messages subliminaux, dont l'armée aurait déjà fait des essais, et envoyer, par exemple, un message quelconque, par exemple, je ne sais pas, dans l'armée... il faut tuer, puis on tue. Bon, par des messages subliminaux portés par ces ondes porteuses. Bon. Deuxième question, vous évoquiez le magnétisme avec de la chaleur. Pourrait-on imaginer aussi, je connais une certaine personne de près qui fait du magnétisme et qui, lorsqu'elle impose ses mains sur des sujets, pour des saunas ou autres, des maux de tête ou des maux de dos, les personnes ressentent une chaleur intense. Donc, ceci pourrait-il être dû à ces ondes magnétiques? Et si c'est le cas, ma foi, je pense que peut-être vous pouvez apporter une réponse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça apporte quelque chose de positif? Alors, je vais essayer de répondre très rapidement. ELF, ça veut dire ELF, c'est-à-dire Extremely Low Frequency, fréquence extrêmement basse. Alors, on considère que les fréquences extrêmement basses, c'est par exemple le 60 Hz ou le 50 Hz du courant électrique. Ça, c'est vraiment une fréquence très basse. Et qu'un grand nombre d'ondes radio ou de micro-ondes qui, elles, ont des fréquences au contraire très très hautes, puisqu'on est dans les milliards de Hertz, sont ce qu'on appelle modulées ou pulsées. C'est le cas, par exemple, dans un téléphone portable, on a la micro-onde qui va vibrer à 900 MHz ou à 1,8 GHz. Et puis, parce que pour diverses questions techniques, elle va être modulée, elle va être pulsée, puisque c'est digital, donc ça va être des paquets d'ondes en fait, qui vont arriver, par exemple, à 17 Hz, c'est-à-dire 17 fois par seconde. Alors, et ça, ou à 217 Hz aussi. Enfin, donc, tout ça, c'est ce domaine des extrêmement basses fréquences. Et on pense, aujourd'hui, effectivement, c'est une des pistes les plus sérieuses, que la plupart des effets nocifs dus soit à des ondes radio, soit à des champs électriques, etc., ce serait à cause de ces vibrations à très basse fréquence qui sont en fait relativement proches de vibrations internes, d'oscillations internes de nos organes ou de nos cellules. On sait que par exemple au niveau du cerveau, quand on les ondes cérébrales, ondes alpha, bêta, etc., c'est autour de la dizaine de Hertz, ça peut aller de 5 à 15 Hertz. Enfin, on est vraiment dans probablement d'autres, le cycle du calcium dans la cellule. Enfin, on est proche probablement de fréquences internes, et c'est ce qui ferait, et que peut-être que les ondes, voilà, c'est ce qui ferait la dangerosité. Donc, alors, ce qui s'était passé à l'ambassade de Moscou, c'était effectivement une histoire de micro-ondes. Il y a eu de façon assez mystérieuse une sorte de bombardement d'irradiation pendant des années avec des micro-ondes qui là encore étaient effectivement pulsées à ces basses fréquences. Est-ce qu'il est possible d'utiliser les ELF et ce type de technologie pour des messages subliminaux ou une influence du comportement? Alors, il y a des gens qui le disent. Moi, il y a un chapitre qui est consacré là-dessus dans le livre. Moi, j'ai examiné un petit peu ce qui existait comme... Évidemment, c'est des recherches militaires, donc c'est un petit peu difficile d'être au courant de tout ce qui se fait. Moi, à mon avis, on n'en est pas encore réellement capable. Mais c'est certain que les militaires s'y sont intéressés, que je pense que c'est techniquement, pour l'instant, encore difficile, mais que ça pourrait l'être effectivement un jour. Et la dernière question étant sur le magnétisme, alors ce qu'on appelle du magnétiseur, du guérisseur, il est tout à fait probable qu'il y a effectivement dans la main du guérisseur ou de la guérisseuse une capacité de mobiliser les cristaux de magnétite qu'on a en fait tous au bout des doigts, mais qui sont un petit peu dans tous les sens. Le don consisterait en fait à les aligner de façon donc instinctive, de façon à ce qu'elles produisent un petit champ magnétique qui donc va avoir on a aussi des cristaux un petit peu partout dans les arcades sourcilières, donc de la magnétite naturelle, disons. Donc il y aurait effectivement cette composante magnétique réelle
naturel chez le magnétiseur ou le guérisseur. C'est peut-être pas la seule chose, parce que là encore, il y a parfois des éléments qui font penser qu'il y a peut-être d'autres types d'énergie aussi, ou dans des énergies plus subtiles. Alors c'est encore très controversé. Il y a même des gens qui ne croient pas du tout que les magnétiseurs aient un effet. Moi, je crois que c'est l'évidence anecdotique du don des magnétiseurs est évidente. Je veux dire, ça crève les yeux, ça soigne beaucoup de gens. On sent très bien cette chaleur alors qu'il n'y a aucun contact, etc., etc. Donc elle est, je crois, en grande partie effectivement d'origine magnétique. Mais c'est pas le magnétiseur lui-même ne sait pas exactement. En fait, c'est un don, mais il y a peu de gens qui s'intéressent scientifiquement à ça, mais ça arrive. Alors on me dit que ça y est, il va falloir conclure. On a beaucoup débordé, mais alors je vais prendre encore peut-être une question, deux questions. Jacques Benveniste voudrait le micro. Et donc, le micro est là, monsieur, et puis vous passerez le micro ensuite à Jacques. Très brièvement, je voudrais rappeler un phénomène historique, c'est le cas Prioré, dont certains ont entendu parler. Prioré avait mis au point un appareil comprenant un oscillateur magnétique à faible fréquence associé avec des micro-ondes, et il avait guéri des cancers. Et cette étude a été reprise au CNRS de Bellevue, où j'ai travaillé pendant 1 an, et a été suivie par M. Wolf, prix Nobel, qui a confirmé les résultats. Ça s'est passé dans les années 56-58 avec des publications à l'Académie des sciences. Et curieusement, ces travaux sont tombés dans le grand mystère et l'incognito, on ne sait pas pourquoi. Mais oui, alors pour ceux qui ont lu un numéro récent de Science et Vie, il y a des chercheurs qui ont continué depuis la mort de Priori. Il y a toujours eu des gens qui ont continué parce qu'il n'a pas laissé quand même, il faut bien le dire, toutes les données qui permettraient de faire fonctionner ces machines. Il était assez paranoïaque, assez secret, et malheureusement, même à ses enfants, il n'a pas légué. On ne sait pas se servir de ces machines aujourd'hui. Donc plein de chercheurs ont cherché, peu ont trouvé. Il semble que le docteur Bernard Murzeau, qui avait fait d'ailleurs un exposé, un atelier un matin sur Priori, je crois que c'était il y a 2-3 ans à Sciences Frontières, soit arrivé aujourd'hui, avec des moyens modestes d'ailleurs, tout à fait en dehors de l'université, soit arrivé à reproduire dans une certaine mesure l'effet Priori, en tout cas sur des souris. Il a eu de bons résultats sur des souris. Donc Science et Vie en a fait un article, c'était il y a 2 mois à peu près. Donc évidemment, moi j'ai eu depuis Murzeau au téléphone. Pour l'instant, ça s'arrête un peu là parce qu'il me faut de moyens. Et bon, puis il est médecin par ailleurs, il fait autre chose. Donc il va essayer de relancer ensuite une autre expérience de cible. Donc ça avance très très lentement. C'est un petit peu le cas de tous ces chercheurs qui sont souvent un peu isolés, chacun dans son coin. Mais enfin voilà, ça continue. Donc peut-être qu'on va retrouver un jour. Le Priori avait obtenu un effet vraiment très très spectaculaire, effectivement. Jacques Benveniste. Oui, je voudrais juste donner un petit mot de warning, comme on dit dans la bourse maintenant, au sujet des machines à diagnostic. Je me souviens qu'il y a 15 ans, j'étais allé dans un congrès à Dallas, et il y avait une salle grande comme celle-là, et il y avait à chaque 2 mètres un stand avec une machine à diagnostic, avec des ordinateurs, etc., etc. Tout repose sur le même principe de vol, un certain nombre de principes qui est l'électroacupuncture, et le fait que lorsqu'il y a une baisse de résistivité qui surviendrait, on ne sait pas pourquoi, mais enfin bon, c'est admis, sur ces points d'acupuncture, on pourrait en déduire d'une façon indirecte des diagnostics selon l'état de l'organisme. Or, il faut savoir qu'il y a eu une enquête menée par un laboratoire de recherche en homéopathie à Southampton, en Angleterre, il y a quelques années, qui ont revu toute la littérature. Et il n'y a, pour le moment, aucune preuve décisive, aucune série expérimentalement valable, cliniquement valable, indiquant qu'il a la moindre possibilité de faire un diagnostic valable avec une machine. Une expérience qui a été faite par un Japonais sur une série de cancers, où il aurait effectivement trouvé une significativité, c'est-à-dire qu'il a réussi à détecter des cancers patents qu'on lui avait cachés dans une proportion de cas qui est statistiquement significative. Mais c'est la seule, et ça demande évidemment à être confirmé. Alors, il y a un truc très simple pour savoir. Alors, il faut savoir que ces machines, par exemple, la machine de Rife, ça dure depuis 1930. Clark, c'est depuis je ne sais pas combien de temps. Lakowski, 1920, avec des principes différents, traitement ou diagnostic. Et il est absolument impossible que quelqu'un, depuis ces dates, n'ait pas réussi à mettre sur un papier une série clinique sérieuse montrant qu'effectivement, il y a une corrélation entre des diagnostics établis et les diagnostics livrés par ces machines. Alors, le truc, il est très simple. Quand vous recevez une information sur ces machines, immédiatement, il faut écrire, par différents moyens,
et demandez les études cliniques. Par exemple, vous écrivez à Mora, la compagnie Mora, vous demandez à Jean-Marie Danze, envoyez-moi les études cliniques. Vous vendez du matériel qui est censé aspirer la poussière dans votre salon, vous demandez une étude pour savoir si l'aspirateur aspire bien la poussière. C'est aussi simple que ça. Or, on ne le trouve jamais. Et par contre, ce que l'on trouve, ce sont des anecdotes. Sur le site Rife, vous pouvez y aller, c'est toujours pareil. Madame Smith de Vancouver avait un cancer généralisé. Le docteur Dupont de je ne sais plus où lui a appliqué la machine et maintenant je n'ai plus mon cancer généralisé. Vous ne trouvez jamais la moindre étude clinique. Alors je ne dis pas que c'est des fumisteries, je ne dis pas ça du tout. Je dis que le travail sérieux n'est pas fait et que jusqu'à preuve du contraire, ces machines n'ont absolument pas prouvé qu'elles étaient capables de faire ce qu'elles promettent. C'est-à-dire, comme l'a dit la dame tout à l'heure, on branche la machine, elle fait bis, 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 et elle vous fait un bilan exact de l'état de votre corps. Clark, Madame Clark, m'a diagnostiqué à moi, à Tijuana, il y a 5 ans, un cancer du pancréas. Je suis un exemple extraordinaire de survie de cancer du pancréas qui, normalement, aurait dû me tuer en 6 mois. Et c'est à moi que c'est arrivé. Donc je me suis bien rendu compte que ces gens-là prenaient leur désir pour des réalités. Je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes. Il y a beaucoup de gens qui vendent du matériel sans avoir la preuve que ce matériel fonctionne. Il faut s'en méfier parce que ça donne parfois des faux diagnostics et évidemment d'extraordinaires guérisons de cancer par des moyens de ce type. Voilà le warning que je voulais donner. Je suis un peu d'accord effectivement sur les... Sur les machines de diagnostic, effectivement, j'ai beaucoup de scepticisme aussi. Par contre, c'est vrai que les études cliniques manquent cruellement sur certains domaines, pas sur le domaine que j'ai évoqué, les fractures, par exemple, ça a été fait beaucoup en études cliniques. Mais c'est vrai que, par exemple, sur le cancer, il se vend actuellement, notamment aux États-Unis, certaines machines. Malheureusement, il n'y a pas d'études cliniques parce que personne n'a voulu faire ces études cliniques aussi. Hein. C'est très difficile pour les gens. Il y a des gens qui seraient volontaires, mais il faudrait encore trouver. Et il y a l'Office des médecines alternatives aux États-Unis qui commence depuis peu de temps, quelques années, à faire des études cliniques. Pour l'instant, ils sont plutôt à l'homéopathie, aux médecines chinoises, mais peut-être qu'un jour, ils vont tester ces trucs. Mais il y a peu de choses. C'est pas pareil pour les antennes relais. On parle beaucoup des antennes relais aujourd'hui, mais il faut savoir qu'il n'y a à l'heure actuelle aucune étude ni épidémiologique, rien. Zéro étude sur l'impact sur la santé des antennes relais. Donc on est tous en train de parler de choses que malheureusement les scientifiques, faute de moyens, de volonté des pouvoirs publics, de volonté n'ont même pas encore étudié. On est dans une situation un peu surréaliste par rapport à ça, très très en retard sur la réalité. Oui. Alors je crois que là, il va S'il vous plaît. Oui, allez-y. Merci de me donner la parole. Je voudrais m'adresser à M. Jacques Surbeck. Monsieur Surbeck, c'est le 3e jour qui nous alerte sur la nocivité. Je suis là. La nocivité des écrans cathodiques. Il a dit hier que le pouvoir financier, le pouvoir politique ne faisait rien. Donc Monsieur Surbeck a dit avoir des solutions. Alors moi, ce que je voudrais savoir, quelles sont, d'une manière pratique, vos solutions, parce qu'il y a quand même des centaines de millions d'écrans dans le monde qui sont nocifs. J'ai regardé votre site internet BioShield Technologies. J'ai rien compris parce qu'apparemment c'est une société qui me paraît chimie, pharmacie. J'ai trouvé des produits à M500, M, etc. Alors, d'une manière très pratique pour tout le monde, que faut-il faire pour se protéger contre la nocivité pour laquelle vous avez fait des études très sérieuses? Vous Merci. Êtes trompé de site, monsieur. C'est EMF-horizontal bioshield.com. Mais c'est la carte de visite qui marquait BioShield. EMF-bioshield.com. Ce n'est pas du tout BioShield Technologies, parce que BioShield Technologies se rapporte à une société de produits chimiques, comme vous venez de le dire. Bon, alors, est-ce qu'en 30 secondes, on peut avoir une solution, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir... Que faut-il faire pour se protéger Je vous l'ai dit. Oui, mais tout le monde je l'ai dit avant-hier. Bon, je dois... Voilà, Jean-Yves me fait signe qu'il faut absolument... Nous avons mis au point des résonateurs à contrephase et je tiens à la disposition de qui le demande toute la documentation qui s'y rapporte. Je vous ai donné mon email. Vous pouvez me contacter quand, comme et où vous voulez. Oui, mais s'il y a 1000 personnes qui envoient un email ce soir, ça va être assez difficile. Je sais pas. Oh, ça va vite les emails. Eh bien, on les traitera progressivement. Ça prendra peut-être 8 jours. Alors, on téléphone.
Mais bon, merci beaucoup. Voilà, donc je suis obligé de conclure donc sur ce débat qui est évidemment forcément riche. On est là, de toute façon, dans le hall, que ce soit pour Surbeck, pour moi, si vous avez des questions. On peut continuer à discuter dans le hall, mais il faut laisser la place. Merci. Merci Jean-Pierre Lantin.